Julien Goret, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci d'être venu. Tu es le chargé de développement du Garage Moderne. Et Garage Moderne qui a une longue histoire, parce que c'est pas un tiers-lieu qui vient juste d'ouvrir ses portes. Est-ce que tu peux brièvement nous raconter un petit peu l'origine du Garage Moderne? Alors oui, du coup c'est intéressant parce que c'est un tiers-lieu avant que le mot existe. Ouais. Donc du coup ça s'appelle pas tiers-lieu forcément. Le concept n'était pas formulé comme ça. Donc globalement c'est un projet qui s'est monté en 2000 de manière hyper citoyenne, des gens qui se sont mis ensemble pour réparer ensemble des voitures. Il se trouve que c'était hyper novateur parce que réparer ensemble, ça veut dire ne pas être un garage traditionnel et être un garage participatif où on répare ensemble. Et donc l'acte fondateur et que nous on décline beaucoup, enfin au final c'est ça, c'est de faire ensemble et de réparer des choses ensemble. Donc la première chose qui a été formulée et faite, c'est ça, c'est réparer des voitures. Donc c'était un garage associatif auto, les gens venaient s'entraider pour réparer leurs voitures. Ça s'est professionnalisé progressivement avec des salariés, des mécaniciens salariés qui faisaient ça toute la journée. Donc ça a progressé de ce côté-là. Et il faut aussi voir, alors c'est très lié aussi aux envies des personnes qui ont fait le lieu et à l'espace. En fait, c'était beaucoup trop grand les locaux dans lesquels on était, et là c'est beaucoup trop grand. Enfin c'est pas vrai, hein, c'est très bien, mais le fait qu'il y ait toute cette place et qu'il y ait une grande volonté d'accueillir et de partager autour d'un objet de base, mais qui a très vite débordé. Ça a fait que, en fait, le bâtiment immense, là, de 2400 mètres carrés, s'est mis à accueillir des concerts, des fêtes, une sociabilité, en fait, qui part de l'acte de faire, mais qui s'étale dans l'espace et poussée par une volonté, quoi. Donc, l'histoire du garage, c'est ça. Et donc, l'activité de fabrication, elle a grandi vers d'autres objets, mais avec le même principe. Alors, le vélo, on a un atelier vélo, une cantine qui fonctionne en participatif aussi, donc il y a un aspect nourrir les gens qui bossent sur place et les gens du quartier, mais aussi un point d'entrée bénévole pour des gens qui veulent cuisiner ensemble et cuisiner sur des événements. On accueille des artistes depuis assez longtemps pour des durées plus ou moins longues, pour qui est leur atelier ou pour juste le temps d'un projet. Les gens ont fabriqué ici un sous-marin en tasseau, par exemple, qui nous prenait toute la longueur de la nef du bâtiment. Donc ça a été des projets fous comme ça qu'on renouvelle. Et en réalité, c'est un lieu qui est piloté comme un tiers-lieu de fait. Aujourd'hui, on a des instances qui ressemblent à ce qu'on trouve un peu partout en réalité. Enfin, un collège d'habitants, un collège qui pilote l'activité, etc. Donc c'est un tiers-lieu qui s'est fait empiriquement en fait, et qui a quelque part été conceptualisé a posteriori par des concepts qui nous sont tombés dessus, quoi. Le concept de tiers-lieu, clairement. Et aujourd'hui, c'est combien de personnes à temps plein? Alors, on est 18 personnes à temps plein pour une quinzaine d'équivalents temps plein. C'est majoritairement des opérationnels. On est très peu bureaux. D'ailleurs, on n'a pas de bureau, on a des bus. Donc, on est peu dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et il y a 4 mécanos auto, vélo, le même nombre de personnes qui travaillent à la cantine ou qui fait de l'aide alimentaire. Et après, il y a de l'équipe d'appui. Si après, on va au bout de la logique et qu'on rentre tous les effectifs de toutes les entités qui sont présentes sur le site, on peut être une quarantaine de personnes tous les jours ici. D'accord. Voilà. Et vous avez un système d'adhésion également? Oui. Comment les gens se Alors ça c'est hyper intéressant, il y a toujours un point d'entrée et nous on essaie de faire le parcours le plus long possible. C'est-à-dire que les gens viennent avec un besoin soit pour de la culture, enfin ils viennent voir un concert, ils viennent faire on fait des choses hors les murs aussi de plus en plus. Donc ils viennent voir nos trucs, donc là OK. Et soit ils viennent pour un besoin utilitaire, pour réparer leur voiture, réparer leur vélo, acheter un vélo, manger. Voilà. Et dans ce cas-là, nous, on les reroute vers nos autres activités et vers de la culture. Et on les reroute surtout sur l'idée qu'en fait, dans leurs besoins utilitaires a priori, il y avait un acte culturel. C'est-à-dire que pour nous, quand là ce soir, il y a la cuisine, elle est assurée par des partenaires de longue date, par Marie Curie. Et bien, l'idée, c'est que pour moi, quand Marie Curie arrive avec une cuisinière, donc qui est réfugiée, qui rentre, qui est là pour réinvestir ses savoir-faire et en partager quelque chose et inventer une sociabilité autour de ça, on est déjà dans de l'acte culturel. Et c'est pareil sur là à la fin du mois on fait un projet
autour du recyclage, mais on va faire travailler dedans un artiste pour faire des treilles pour du végétal, et on l'assume comme artiste. Mais seulement, il va travailler à côté des menuisiers qui vont faire des poutres pour mettre un récupérateur d'eau. Et on est toujours dans cette ambiguïté-là. C'est pas du tout un espace de juxtaposition avec d'un côté une salle blanche et de l'autre un endroit crade où il y a les gens qui font des choses sales. C'est vraiment des actions conjointes en fait sur les deux registres, qui est voilà, on décline les vieilles méthodes du Bauhaus en fait, à nier le fait qu'il y a d'un côté les créateurs qui sont du côté de la culture et de l'autre les artisans ou les industrieux ou les industriels qui sont du côté purement de l'utilité. Et combien de personnes du coup gravitent ou passent en tout cas au Garage Moderne sur une année par exemple? Alors il y a 5000 adhérents au Garage Moderne, 1 millier qui est directement et régulièrement impliqué dans les ateliers de fabrication, et le reste a une pratique plus passante ou plus de voisinage en fait. C'est des gens qui viendront nous aider à faire de l'aide alimentaire, qui viendront sur nos événements culturels hors les murs. Voilà, ça c'est le grand croisement, c'est-à-dire qu'on a, grâce à ça aussi, plus de mixité, parce que le lieu, il a une histoire en fait qui a commencé alors que le quartier était différent aussi, il n'y avait pas d'habitants autour, et notre ouverture et nos activités hors les murs, ça nous permet de capter des publics qui sont pas directement dans le fer, mais qui vont croiser ces pratiques-là. Voilà, on a un quartier neuf autour de nous qui est aseptisé, qui est neuf. Et cette espèce de choc de rentrer dans une usine qui fonctionne encore, on veut le garder, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est ce que les gens viennent chercher. Très clair. Et est-ce que cet impact, là on parlait donc de 5000 adhérents, l'impact et les indicateurs d'impact, est-ce que vous avez réussi à trouver des outils qui permettent de mesurer ça? Je sais qu'il y a pas mal de tiers-lieux qui utilisent comme ça différentes solutions. Est-ce que vous avez expérimenté des choses? Alors, on a fait des choses, on va détailler ça, je pense, sur une des tables rondes, sur la table ronde de demain. On a beaucoup travaillé, en fait, à essayer de comprendre comment changer la démographie autour de nous, avec la construction du nouveau quartier. Donc, la question qu'on s'est posée, et que on a posée aux bases de données de l'INSEE, c'est une base qui s'appelle Philosophie, et qui recense, en fait, c'est des données carroyées, qui sont hyper riches, qui, à mon sens, sont sous-utilisées, et nous, on les a utilisées pour penser le redimensionnement, parce qu'on doit rénover le bâtiment, donc on doit le redimensionner les fonctions, et on s'est dit, c'est quoi le bassin d'habitants autour de nous, parce qu'on va pas demander des financements pour personne, et c'est comme ça. Donc on a pris une carte, un fond de carte. Moi avant j'étais chef de projet web, donc et orienté base de données, donc on a pu faire ça en direct avec nos besoins métiers, c'est-à-dire à partir d'OpenStreetMap, de construire un algorithme qui reprend des outils libres pour évaluer le bassin de population autour de nous. Les données disponibles, c'est par carré de 200 mètres. Donc dans une ville, c'est un pâté de maison, quoi. Par carré de 200 mètres, on a les revenus, le taux de logement social, la densité, le nombre d'habitants, et des données de classe d'âge, mais celles-là on les utilise pas forcément trop. Et ça nous a permis en couplant ces données de carroyage à des itinéraires, donc avec un moteur qui s'appelle OSMN, OSMN, de faire d'estimer la ville du quart d'heure autour de nous. Et donc ce qu'il en ressort, nous de cet outil maison, ça nous a permis de nous rendre compte que en fait il y avait, ça c'était dans les données aussi des promoteurs qui construisent les immeubles autour, mais c'est vrai qu'il y avait plus 12 000 habitants entre le avant et le après rénovation du quartier. Ça c'est la première donnée énorme, et que le différentiel de revenus dans la zone des 4 km en fait autour de nous, donc ça ferait 1 heure de marche, mais ça fait un quart d'heure de vélo. Donc dans la zone des 4 km, il y a nos interlocuteurs historiques, c'est-à-dire qu'il y a 3 quartiers politiques de la ville. Il y a Bacalan Nord, donc c'est un quartier qui est au pied du pont d'Aquitaine et qui a plein de problématiques, mais c'est un quartier bas. Et il y a 2 quartiers de logement social hyper dense, donc Aubier et Grand Parc, où on mène des actions. Et donc en fait, nous, ça nous a permis en mesurant cet impact, de se rendre compte que de l'énormité en fait du changement sur notre voisinage immédiat, et de l'énormité de la disparité de revenus et de tous les indicateurs entre notre voisinage immédiat
et le cœur de chacun de ces quartiers politiques de la ville. Ouais. En fait, on est du simple au double ou même écart plus élevé que ça, si vous voulez. Le revenu médian, si je me trompe pas, sur les îlots autour de nous, il est à 30 000 euros, sachant qu'il y a quand même du logement social dans ce mix. Donc c'est pas fait, c'est pas la caricature qu'on peut en faire non plus, où ce serait que du logement hyper cher. Il y a aussi 25% de logement social. Donc, mais le médian, il est à 30 000. Et dans les QPV, donc dans les quartiers politiques de la ville, on est plutôt à 12. Ce qui dit une énorme pauvreté ou la sortie des radars, en fait, d'une grande partie de l'économie, quoi. Et ou de l'économie pratiquée par les personnes qui habitent là. Voilà. D'accord. En fait, vous avez été dans l'anticipation même de l'impact pour évaluer en amont les publics et projeter des activités qui répondent bien à l'ensemble de... Oui, pour comprendre simplement. Et en fait, ça, on l'a fait avant le Covid, quand on montait des dossiers pour rénover le bâtiment. Donc, c'est une info qui est restée disponible. Et on l'a expérimenté sur le terrain pendant le Covid, et puis jusqu'à aujourd'hui, où on livre des repas en aide alimentaire. Et ces données-là, moi, je les superpose aujourd'hui à des données de distribution de l'aide alimentaire, parce qu'on sait qui et où, et on peut faire une carte, ce qu'on a fait, puisqu'on présentera demain, une carte de nos distribs pour voir qu'est-ce qu'on fait et où dans le quartier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que nos bénévoles, ils sont autour de nous, mais pas seulement. C'est aussi des bénéficiaires qui sont dans les quartiers politiques de la ville. Même nos points de distrib, sans surprise, ils sont là où sont les besoins. Et ils sont dans des zones où normalement il n'y a pas de besoin parce qu'elles sont inhabitées. Dans les interstices, en fait. Le long du lac, le long des zones commerciales. On est dans un quartier où il y a une... c'est très intéressant, enfin, de l'étude territoriale pour moi, parce que ça montre qu'on a certains quartiers qui sont enclavés dans du rien, c'est-à-dire dans des voies ferrées abandonnées. Et ça, quand on regarde une carte, qu'on voit qu'il y a de l'urbanisation, qu'il y a une zone commerciale, il y a Bordelac, c'est la plus grosse zone commerciale, pas de France, mais c'est vraiment très grand. On voit que ça, c'est de l'urbanisation, mais il faut bien avoir en tête que c'est pas des habitants. Et donc ça change tout notre voisinage urbain, et c'est là qu'on comprend, ah ouais, les gens derrière, là, des Aubiers, en fait, ils sont sur une île. Parce que ils sont entre un terrain vague, Bordeaux-Lac, et eux ils sont là, et c'est très compliqué, quoi. Et faire le lien, c'est le continuum urbain, il n'existe pas. Et nous, notre job, c'est maintenant, nous on change pas de place, mais c'est public, on va les chercher historiquement, et on va continuer à aller les chercher via les centres sociaux, via les centres d'animes, mais pour les amener vers quelque chose. Et à mon avis, notre rôle urbain, c'est de retisser quelque chose entre ces périphéries pour nous et ce nouveau centre. Très bien. Et le projet de rénovation du bâtiment, c'est un projet assez ambitieux. C'est un projet, je crois, à 6 ou 7 millions d'euros. C'est ça. Il aura lieu quand et ça va durer combien de temps? Alors, le timing, c'est que donc là, ce projet, on a formulé la faisabilité en 2019. On a une première enveloppe budgétaire qui est votée par la ville de Bordeaux à hauteur d'1,5 million d'euros pour commencer. Et disons que jusqu'en septembre 2022, on est sur les financements, et en parallèle, on fait travailler l'archi, parce que qui dit recherche de financement dit expertise des différents aspects du projet. Donc il y a une mission d'archi en parallèle pendant toute l'année, et a priori c'est dépôt de PC en février-mars. Instruction, et on pourrait commencer des travaux entre septembre et décembre 2022. D'accord. Les travaux sont censés durer une année, et pendant cette année, et même un peu avant, on va fonctionner de plus en plus sur les murs. Donc certaines activités vont rester sur place dans une base vie une base vie de chantier, mais qui est conçue plus comme une salle des fêtes, enfin quelque chose qui déborde des usages habituels des bases vie, qui sont purement techniques, quoi. C'est les vestiaires et tout. Nous, on déborde de cet usage-là pour maintenir une permanence sur site, quoi qu'il arrive. On travaille avec les bailleurs sociaux pour trouver des zones de repli pour y replier temporairement une partie de l'activité quand c'est logistiquement nécessaire, et puis quand ça a du sens. Mais c'est intéressant. On va bosser avec des bailleurs sociaux qui ont des locaux en attente, et nous aussi c'est juste du temporaire pour le coup, et on va se déplacer une partie de notre activité pour aussi toucher de nouveaux publics. On reste dans le voisinage immédiat, dans les 20 minutes, mais dans les 20 non seulement le foncier donc va être rénové, est assuré de manière pérenne, mais en plus économiquement l'association Garage Moderne
autonome, en grande partie en tout cas. Oui, on a un taux d'autofinancement qui est élevé. Bon, forcément, être hors les murs, ça va nous coûter de l'argent, mais c'est quelque chose qu'on pense vraiment et qu'on argumente avec le projet Archi. Mais il n'est pas question qu'on mette les gens au chômage technique ou qu'on réduise les équipes pour passer le cap, quoi. Il est question de continuer mieux, en fait, pendant que le chantier se fait. Et à la limite, un chantier, c'est une démarche qui ressemble à ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que c'est un chantier qui doit être le plus ouvert possible. Alors c'est hyper compliqué, enfin, c'est pas fait pour être ouvert un chantier. Mais nous, on le prend aussi comme une occasion de montrer de la fabrication et dans ce qu'elle peut avoir d'enrichissant. C'est pas l'idée de faire un chantier qui sera fermé derrière des palissades, mais c'est une occasion aussi pour le quartier de voir comment il peut se construire ensemble. C'est-à-dire que voilà, on va rénover par tranche, il y aura quand même de l'activité, c'est quelque chose d'appropriable. Très bien, bon courage pour les travaux, Merci. On va suivre tout ça de très près et encore merci de nous recevoir. Merci à vous d'être passé.